Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce dernier épisode de Destination Coupe du Monde, format un petit peu différent puisqu'on parlera pas d'un pays mais de 5, les 5 représentants en Coupe du Monde de l'Afrique, bien sûr, un continent pour lequel j'ai pas mal de sympathie, notamment en Coupe du Monde, et surtout un continent qui attend toujours son premier représentant en demi-finale de Coupe du Monde après l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Asie, notamment avec la Corée en 2002. Est-ce que l'Afrique peut faire mieux qu'il y a 4 ans en Russie où aucun pays n'avait passé les poules malheureusement? Et même est-ce que l'Afrique peut enfin passer cette barrière symbolique des demi-finales? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Et donc, est-ce que cette année en 2022, les pays africains ont des chances d'aller très loin dans la compétition? On va regarder pays par pays, mais avant ça, je dois quand même vous parler du contexte. Alors, il y a le contexte politico, environnemental, social, etc. que j'ai abordé dans une vidéo et que je vous mets en description, mais là, si on parle vraiment footballistiquement, eh bien, le calendrier fait qu'on est sur la première Coupe du Monde en hiver. Également, on est sur une saison hyper dense en termes de calendrier avec beaucoup de matchs, et donc ça entraîne des temps de préparation très très courts pour la Coupe du Monde, avec notamment pas mal de blessures. Et bah ça, mine de rien, ça rappelle un petit peu le format de la CAN qui a lieu souvent en hiver. Alors plutôt là, on est sur début mi-janvier, mais là en fait, on est à un mois et demi de janvier globalement. Et donc, bah, les pays africains, pour moi, ils ont peut-être une forme d'avantage parce que ils connaissent le fait d'avoir une compétition internationale au milieu d'une saison qui est toujours de plus en plus dense parce qu'on rajoute de plus en plus de matchs, avec des temps de préparation qui sont parfois assez légers, puisque par exemple la CAN 2022 elle a commencé le 7 janvier, donc à peine une semaine après les fêtes de fin d'année. Bref, je pense que par rapport aux autres nations, le continent africain a peut-être un petit avantage par rapport à ces conditions qu'ils connaissent. Et donc on va passer à la phase de poule des pays africains, et je vais vous parler du calendrier à chaque fois, parce que pour moi c'est quelque chose d'assez important. Et on commence bien sûr par la poule A, celle du Sénégal de Sadio Mané, qui va jouer dans l'ordre les Pays-Bas, le Qatar et l'Équateur, mais qui jouera sans Sadio Mané, du coup, qui a confirmé son forfait suite à sa blessure il y a quelques semaines. C'est une énorme perte, bien sûr, pour les Lions de la Teranga, puisqu'ils perdent leur leader technique, mais aussi un leader collectif, mais il n'empêche qu'ils ont encore des arguments à faire valoir, notamment en défense, où il y a 3 joueurs qui sont très solides. Edouard Mendy, un des meilleurs goals africains, évidemment, et la doublette au centre, Koulibaly, Diallo. Sur les latéraux, il y a pas mal de joueurs qui ont joué moins de 10 matchs cette année, donc ils vont peut-être être frais, mais en termes de rythme, ça risque d'être peut-être un peu léger. Au milieu, c'est pas le milieu le plus créatif de la Coupe du Monde, mais il y a quand même du niveau avec Idrissa Gueye, Pape Gueye ou encore Nampalys Mendy. Et en attaque, même s'il n'y a plus Mané, il y a quand même du niveau. Je peux citer Boulaye Dia, Mamba Dieng, Sarr, Diatta ou encore le petit Jackson qui fait un bon début de saison avec Valladolid. Évidemment, sans Mané, il n'y a pas ce leader offensif, mais il y a quand même de quoi faire pour le Sénégal. Et donc s'il faut se projeter, évidemment, je vois le Sénégal moins fort que les Pays-Bas, et ça m'étonnerait pas qu'ils perdent ce premier match face aux Pays-Bas. Par contre, je vois le Sénégal battre le Qatar, et du coup, se projeter sur une finale face à l'Équateur. La tri qui peut être une des révélations du mondial, mais qui me semble sur le papier un petit peu moins forte quand même que ce Sénégal, même sans Sadio Mané. Et surtout, il y a un élément, c'est que on risque d'avoir donc cette finale Sénégal-Équateur pour la qualification. C'est un match couperé, comme le Sénégal en a joué récemment, la finale de la CAN ou encore le barrage pour la qualification en Coupe du Monde. Et même sans Sadio Mané, voilà, c'est une sélection qui sait gérer ces matchs couperés. Pas forcément le cas de l'Équateur. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas eu d'exemple récent de ces matchs-là. Et donc, je me dis qu'au final, le Sénégal a quand même toutes les cartes en main pour passer devant l'Équateur. Donc, je vois un Pays-Bas devant le Sénégal, l'Équateur et le Qatar, sans compter que peut-être que cette absence de Sadio Mané pourrait permettre de resserrer le groupe. C'est pas impossible vu son âge que Sadio Mané ne puisse pas rejouer de Coupe du Monde, ça me ferait très mal, mais bon, il a déjà 30 ans, et donc peut-être que voilà, les joueurs sénégalais vont essayer d'avoir ce petit supplément d'âme pour rendre Mané fier, qui sait, en tout cas, moi je vois bien le Sénégal quand même sortir de cette poule A. On passe ensuite à la poule D, celle de la Tunisie, bien sûr, qui a priori sur le papier est peut-être l'équipe la plus faible, ou en tout cas la moins connue, avec très peu de joueurs européens, mais qui n'est pas sous-estimée parce que ses résultats sont plutôt intéressants. Finale de Coupe arabe des Nations en fin d'année dernière, quart de finale de Cannes et qualification face au Mali pour la Coupe du Monde. Il y a aussi des jeunes joueurs qui sont à suivre quand même, puisque d'un côté on a évidemment les Skiri et Kazri qui sont les leaders de l'équipe, mais on a par exemple Laidouni de Ferencvaros, Slimane de Brøndby ou encore Talbi de Lorient qui peuvent être des éléments assez intéressants, mais ça risque d'être un petit peu trop léger pour la Tunisie, dont la fédération en plus sur un proie à une petite crise de ce que j'ai compris de la dernière vidéo de Romain Molina, et surtout il y a un groupe qui est pas facile avec le tenant du titre français et le Danemark notamment, qui est un des outsiders de cette Coupe du Monde. Et en même temps, bah, le fait d'avoir le tenant du titre, c'est peut-être une bonne chose pour la Tunisie, puisqu'il y a cette malédiction du vainqueur de la Coupe du Monde, qui a passé les poules ensuite qu'une seule fois, je crois, au XXIe siècle. Depuis quelques éditions, il passe à la trappe dès la phase de poule.
Et surtout, bah, la France est pleine d'incertitudes en ce moment, aussi bien au niveau du jeu, où il y a un changement de système qui a été opéré très récemment via la liste de Deschamps, et puis des joueurs où on ne sait pas à quel pourcentage de leur capacité ils seront, et des forfaits qui viennent d'arriver. Le dernier en date, c'est celui de Nkunku. Et le calendrier fait que la Tunisie, même si elle perd contre le Danemark, si elle gagne contre l'Australie, eh bien moi je vois pas la France gagner ses deux premiers matchs, et donc dans ce cas-là, on aurait potentiellement une finale France-Tunisie pour la qualification en deuxième place. Et là, dans ce cas-là, la France, en tant que tenant du titre et favori, pourrait avoir un petit peu peut-être les chocottes, paniquer, et qui sait, peut-être que la Tunisie pourrait réaliser un exploit en tenant à 0-0, puis en marquant en fin de match. Voilà, ça me paraît quand même peu probable. Moi, je vois plutôt la Tunisie terminer troisième de ce groupe, mais encore une fois, le scénario et le calendrier peuvent faire qu'il y aurait un match coup près entre la France et la Tunisie. La France qui galère en général en phase de poule. D'habitude, ils assurent leur qualification après 2 matchs, en tout cas c'était le cas sur les dernières éditions, et bien là peut-être que ce sera pas le cas et peut-être que la France craquera en tant que tenant du titre. Voilà, ça fait un petit peu d'espoir peut-être pour les supporters tunisiens, même si pour moi déjà une troisième place ce serait quand même un bon résultat. On passe maintenant à la poule F, celle du Maroc, qui est pour moi la poule la plus difficile à pronostiquer, puisque, à l'exception peut-être du Canada qui est un peu en retrait, je pense quand même que toutes les équipes peuvent sortir de cette poule. Pour le Maroc, c'est des dernières semaines, des derniers mois qui ont été assez remuants pour le coup, puisqu'il y a eu un changement de coach, bien sûr. Walid Regragui qui a pris la place de Vaïd et qui surtout a permis le retour par exemple de Ziyech en sélection qui était en conflit avec l'ancien entraîneur. Et tout récemment, bien sûr, la blessure d'Amin Harit, assez terrible lors du dernier match de Marseille, qui fait qu'il va être forfait pour la Coupe du Monde. C'est un très gros argument offensif du Maroc qui est forfait, mais qui va peut-être aussi ressouder un groupe qui est en train justement de se ressouder avec l'arrivée d'un nouveau sélectionneur et qui a un seul objectif, c'est réaliser la meilleure Coupe du Monde possible. Donc peut-être que voilà, en termes de collectif, eh bien le Maroc se veut très soudé maintenant. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Le Maroc qui d'ailleurs a quand même de très bons arguments, même sans Harit, puisque il y a un très bon gardien, un des meilleurs Africains avec Bono, le gardien de Séville. Il y a sûrement une des meilleures paires de latéraux du monde avec Mazraoui et Hakimi, bien sûr. Il y a également pas mal de jeunesse sur les ailiers devant avec Aboukal de Toulouse ou encore Abdé d'Osasuna. Il y a également El Nesseri en neuf, voilà, qui a marqué, je crois, très récemment, mais qui est la seule option en buteur pour l'instant de cette sélection marocaine. Et surtout, il y a une défense centrale où il y a peu de certitude avec Aguerd qui est revenu il n'y a pas très longtemps de blessure et certains joueurs qui sont en manque de temps de jeu, pour les citer, Ziyech qui a seulement 8 matchs cette année, et Aguerd donc 3 matchs. Et en face, il y a pas mal de bonnes équipes. D'abord le Canada, qui pour moi quand même est un petit peu plus faible, parce que déjà ils sont assez contents d'être là, ça fait très longtemps que le Canada n'était pas allé en Coupe du Monde, et surtout il y a une équipe assez jeune qui se projette vraiment sur la Coupe du Monde 2026 qui sera à la maison. Donc voilà, je pense que le manque d'expérience fera qu'ils seront un petit peu derrière. La Croatie, qui a une très belle équipe, peut-être plus belle qu'en 2018, parce que si d'un côté il y a des joueurs en fin de cycle, comme Modric, Kramaric, Perisic, qui vont peut-être vivre leur dernière Coupe du Monde, et bien de l'autre il y a déjà des jeunes qui sont en train de percer, pour les citer Madjer ou encore Suzic, et donc voilà, l'équipe est relativement solide, et j'en ferai peut-être même mon favori pour cette poule, parce que la Belgique est moins imposante qu'en 2018 ou même à l'Euro 2021, avec des cadres qui sont soit en manque de temps de jeu, soit qui jouent dans des clubs un petit peu moins huppés, soit les deux éventuellement. Je peux citer Lukaku, Eden Hazard, Dries Mertens, Witsel, Meunier ou encore Vertonghen, et également la défense centrale qui a toujours été un problème en Belgique et qui l'est toujours pour cette Coupe du Monde. Il y a quelques arguments positifs quand même, évidemment Courtois et Kevin De Bruyne, ce dernier qui vit une première partie de saison exceptionnelle, et des petits jeunes qui sont quand même là, Dendoncker, De Ketelaere ou encore Openda, mais pour moi la Belgique est inférieure à la Croatie dans l'état actuel des choses, et il y a peut-être match entre la Belgique et le Maroc. Par contre, en termes de calendrier pour le Maroc, ça commence fort par la Croatie, puis il y aura déjà, à mon avis, cette finale face à la Belgique, et enfin un match contre le Canada. Si le Maroc n'arrive pas à prendre des points sur les 2 premiers matchs, ça risque d'être trop tard malheureusement pour la qualification. Néanmoins, je pense que le Maroc est capable de réaliser l'exploit face à la Belgique. Alors je dis pas que ça va arriver, si le match devait se jouer 10 fois, je verrais peut-être le Maroc s'imposer 2 ou 3 fois, mais je pense que dans l'état actuel des choses, en termes de dynamique, le Maroc est quand même pas mal placé pour réaliser l'exploit, et pourquoi pas donc sortir deuxième de cette poule. Ensuite, on arrive sur la poule G, celle du Cameroun, que Samuel Eto'o voit gagner la Coupe du Monde. Alors malheureusement, je suis pas du tout de l'avis de Samuel Eto'o. Je pense que c'est presque le pays qui a le moins de chances de bien figurer, le Cameroun. Non pas par manque de talent, mais parce que la poule est affreusement difficile, sûrement la poule de la mort. Les arguments du Cameroun sont quand même présents. Il y a un très bon gardien avec Onana, qui a joué 13 matchs avec l'Inter cette année. Il y a une défense par contre qui est pas vraiment au niveau, je pense que c'est le point faible de cette équipe. Au milieu, il y a un Zambo Anguissa qui rayonne avec Naples et qui va être la pièce tournante de cette équipe camerounaise, mais qui risque peut-être d'être un petit peu seul. Et devant, il y a des arguments. Choupo-Moting rayonne avec le Bayern, Mbeumo très bon avec Brentford, Toko Ekambi ou encore Aboubakar pour sa dernière Coupe du Monde.
Et donc, dans une autre poule, j'aurais peut-être vu le Cameroun sortir deuxième et peut-être même sans trop de soucis. Malheureusement, on est dans la poule G et au-delà du Brésil qui devrait sortir premier de la poule sans trop de problèmes, et ben on a d'abord la Suisse que j'ai présentée dans une autre vidéo et qui pour moi peut être un outsider aussi avec un bon équilibre entre jeunesse et expérience. Et on a également la Serbie qui est pour moi un des gros outsiders de la compétition. Bon, je parlais beaucoup d'outsiders, mais voilà, la Serbie c'est vraiment une sélection à suivre pour moi avec pas mal de jeunes joueurs ou juste de très bons joueurs. Je peux citer Jovic, Vlahovic, Kostic, etc. La sélection est assez impressionnante. Et du coup, sur le papier, le Cameroun risque d'être plutôt quatrième de cette poule, même si je pense qu'il va y avoir match à chaque fois contre la Suisse et la Serbie, donc on n'est pas à l'abri d'un exploit contre ces sélections-là. Et puis le calendrier fait que le Cameroun va jouer le Brésil en dernier. Alors ça veut peut-être pas dire grand-chose, je m'y réfère beaucoup moi au calendrier, mais imaginons que le Brésil soit déjà qualifié, comme la France par exemple en 2018, eh bien c'est possible qu'il joue à moitié ce dernier match, ou alors avec moins de joueurs titulaires pour les reposer, notamment parce que le calendrier est infernal cette saison. Et dans ce cas-là, il y a peut-être un petit point à aller chercher pour le Cameroun face au Brésil, et ce petit point, il peut peut-être faire la différence pour la qualification. Donc au global, je pense plutôt que le Cameroun est destiné à faire quatrième de cette poule, non sans démériter, mais au compte tenu des conditions de la Coupe du Monde et du calendrier, ils ont peut-être moyen d'aller jusqu'à cette deuxième place, on verra bien. Et on termine par la poule H, celle de l'inconnu, ghanéenne, évidemment, les Black Stars qui se présentent avec une équipe assez nouvelle, pas mal de nouveaux naturalisés cette année, et du coup, énormément de talent sur toutes les lignes. En dehors du gardien, j'avais présenté le Ghana dans une vidéo également. Il y a un problème de niveau sur le gardien, ça risque d'être préjudiciable peut-être dans les moments importants, mais du reste, si je vous cite en défense, Lamté, Odoy, Salissou, Amarté, au milieu, Partey, Kudus, Owusu, ou encore en attaque, Souleymana, Iñaki Williams ou Semenyo, il y a vraiment beaucoup de talent, et en fait la vraie question c'est est-ce que ce Ghana va être capable de transformer ses individualités en un collectif rayonnant? C'est toute la question, et en fonction de la réponse, moi je vois bien le Ghana finir deuxième de la poule, tout comme dernier, il pourrait même perdre contre la Corée du Sud si ça marche pas du tout. Le problème dans cette poule globalement, c'est qu'au-delà de la Corée du Sud, qui est une équipe à ne pas sous-estimer, il y a deux géants devant l'Uruguay et le Portugal, mais à chaque fois il y a un petit mais qui pourrait jouer en faveur du Ghana. Au Portugal, même s'il y a une des sélections les plus complètes sur le papier avec du talent à tous les postes et des ressources sur le banc, ça fait des années que ce Portugal a du mal à bien jouer sous Santos, et au final les Portugais, de ce que j'ai compris, sont pas hyper confiants pour la sélection malgré le talent. Et puis il y a le problème Ronaldo, tout récemment, on sait que Ronaldo c'est un petit peu difficile en ce moment de jouer autour de lui. Donc voilà, peut-être deux éléments qui pourraient rendre la compétition difficile pour le Portugal. Et puis il y a l'Uruguay qui se présente avec un magnifique mélange entre des vieux briscards tels que Cavani, Suarez ou encore Diego Godin, et de la jeunesse, une jeunesse incroyable entre les Darwin Nunez, Valverde ou encore Betancourt. Une inconnue, c'est Araujo qui a repris l'entraînement il n'y a pas longtemps, mais on ne sait pas s'il pourra être présent à 100% pour toute la compétition. Mais globalement, moi je vois plutôt le Ghana terminer troisième de cette poule avec la Corée du Sud. Et je vais évidemment vous parler du calendrier aussi, puisque le Ghana va jouer d'abord le Portugal puis la Corée du Sud. Et en cas de victoire contre la Corée du Sud, si l'Uruguay et le Portugal n'arrivaient pas à se départager lors de leur rencontre, il pourrait y avoir une finale Ghana-Uruguay pour la qualification lors de la dernière journée. Et si vous vous rappelez bien, il y a 12 ans, c'était Ghana-Uruguay en quart de finale de Coupe du Monde. Il y a certains joueurs, dont André Ayou, je crois même son frère, qui étaient déjà présents. Il va y avoir un esprit de revanche pour ce match. Et s'il y a une qualification au bout, nul doute qu'il y aura un petit truc en plus peut-être pour ce Ghana qui pourrait créer la surprise face à l'Uruguay. Mais il faut d'abord obtenir cette finale face à l'Uruguay et donc battre la Corée du Sud et obtenir pourquoi pas un résultat face au Portugal. Et donc, si on fait un bilan sur toutes les phases de poule, il y a plusieurs scénarios possibles. Le scénario le plus optimiste pour moi, c'est celui où tous les pays africains sortent des phases de poule, et je pense que c'est possible, je vous ai donné des arguments à chaque fois. Le scénario le plus pessimiste, c'est que seulement le Sénégal puisse sortir de sa poule A, et encore, on peut même imaginer que l'Équateur les batte lors de la dernière journée, donc il y aurait pourquoi pas aucun pays africain qualifié en huitième. Mon scénario qui se veut objectif, même si encore une fois c'est très difficile de prédire ces choses-là, c'est que le Sénégal et le Maroc sortiraient des poules. La poule F est quand même assez dense en termes de niveau, et moi je vois vraiment le Maroc créer la surprise contre la Belgique, et dans la poule A, le Sénégal me paraît quand même un peu au-dessus de l'Équateur, et donc sortir deuxième de cette poule. Je vois ensuite la Tunisie et le Ghana terminer troisième de leur poule, et le Cameroun troisième ou quatrième. Et si on se projette, donc potentiellement deux pays africains qui se qualifient en huitième de finale. Moi, dans mes pronostics, le Maroc tomberait contre l'Allemagne. La marche me paraîtrait quand même un peu haute pour ce Maroc, mais qui sait, on se rappelle de Algérie-Allemagne en 2014, où les Allemands avaient douté jusqu'au bout pour gagner la Coupe du Monde, finalement. Et l'Allemagne de cette année me paraît pas forcément meilleure que l'Allemagne de 2014.
mais je pense quand même que l'Allemagne serait un cran au-dessus, et je vois pas le Maroc aller plus loin. Et dans l'autre huitième de finale, on aurait le Sénégal contre l'Angleterre, d'après mes pronos. Et alors là, pour le coup, je sais pas pourquoi, dans ce match, je vois vraiment un exploit du Sénégal, encore une fois, un match coup près, comme savent le gagner les Lions de la Teranga. Enfin, c'est vrai que c'est l'Angleterre qui a montré à l'Euro lors de la dernière Coupe du Monde, qui savent gagner aussi ces matchs coup près à élimination. Mais je sais pas pourquoi, je sens pas vraiment cette Angleterre cette année, malgré l'énorme talent qu'il peut y avoir dans l'équipe. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé avec la défaite lors de la finale de l'Euro il y a un an, et je verrais bien le Sénégal faire l'exploit, on va dire, ce serait mon pari sur la Coupe du Monde, le Sénégal qui sort l'Angleterre. Et donc dans mes pronostics, ce serait Sénégal contre Danemark en quart de finale, avec que des joueurs, notamment danois, qui ont aucune expérience à ce niveau-là. Bon, pareil pour le Sénégal. Qui sait, le Sénégal peut peut-être dans ce cas-là enfin réaliser l'exploit d'aller jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde. Je pense qu'il y aurait moyen d'endormir un petit peu le match face à la fougue danoise et de peut-être aller chercher en fin de match ou en prolongation une qualification et pourquoi pas atteindre enfin les demi-finales. Donc voilà, on a fini un petit peu le foot fiction, là on est parti vraiment très très loin, mais honnêtement, je vois même sans Sadio Mané, le Sénégal, pourquoi pas réaliser cet exploit d'aller jusqu'en demi-finale. De manière plus objective, je pense que si on a déjà deux pays africains qui vont en huitième de finale et qui ensuite cèdent face à des nations européennes meilleures sur le papier, ce sera déjà un bon résultat pour le continent africain. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les 5 pays africains qui se présentent à la Coupe du Monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, bien sûr. Évidemment, je vous demande en commentaire votre pronostic pour chaque nation africaine et quel sera le meilleur parcours d'un pays africain cette année en Coupe du Monde. Est-ce que c'est le Sénégal ou est-ce que vous voyez une autre nation? Répondez-moi en commentaire et puis je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.